Salut à toutes et à tous, c'est Anarchiken, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de No Running Corridors, un épisode peu conventionnel puisque dédié aux femmes de France et du monde entier. En quel honneur? En l'honneur de mon hétérosexualité déjà, et puis parce que nous allons y aborder sans attendre l'œuvre d'une réalisatrice. Il était temps. Aussi, pas de blagues misogynes et autres remarques sexistes, je te serai gré. Parole d'homme. T'as même pas tenu 2 secondes. Évolution est un film de science-fiction horrifique franco-belgo-espagnol révélé le 14 septembre 2015 lors du Toronto International Film Festival, puis diffusé dans les salles françaises à partir du 16 mars 2016. Deuxième long métrage de la réalisatrice, monteuse, scénariste et productrice Lucile Hadjialilovic. Ça se prononce Hadjialilovic. Après le prometteur Innocence datant de 2004, il fut notamment encensé lors du 23e festival du film fantastique de Gérard May, véritable institution du cinéma de genre, où il remporta à la fois le prix du jury et celui de la critique. Étonnant pour personne, tant le travail de la Lyonnaise a su marquer les esprits. Ce refus d'obstacle. On en retrouve des traces dans le Lost River d'un Ryan Gosling passé derrière la caméra, mais surtout chez Hélène Catet et Bruno Forzani, qui contrairement à ce que j'ai pu affirmer dans ma critique de l'étrange couleur des larmes de ton corps, ont su développer un style beaucoup plus proche du sien que de celui de Gaspard Noé. Gaspard Noé, avec qui Lucile Hadjialilovic Bah tu vois, c'était pas si compliqué. fonda la société de production Les Cinémas de la Zone, à laquelle nous devons nombre de monuments de subversion, tels que Carne, Seul contre tous, Irréversible, Hunter the Void ou plus récemment Love, autrement dit la filmographie de Gaspard Noé, et dont elle se servit pour financer l'excellent moyen-métrage La Bouche de Jean-Pierre, sorti en 1996. Cet entrant en matière beaucoup trop longue et me rappelant que j'ai seulement 21 ans à présent terminé, voyons ce que la production vedette a dans le ventre. Sur une île rocailleuse au large de tout, un petit village pittoresque abrite une communauté autarcique ne dénombrant aucun homme, seulement des femmes au physique étrangement similaire et des enfants de sexe uniquement masculin. Ces derniers, surprotégés par leur mère, sont soumis à un régime très strict composé de purée d'algues et autres végétaux sous-marins, ainsi qu'à un traitement contre une présupposée maladie pour laquelle ils ne semblent présenter aucun symptôme. Peut-être est-ce dû à la proximité d'un hôpital surplombant la mer, censé maintenir la salubrité des lieux, qui sait. Hôpital dont on ne peut pas dire qu'il inspire grande confiance malgré tout, faut pas déconner. Tu n'as jamais cru si bien dire. Un jour qu'il se baignait le plus innocemment du monde, le personnage principal répondant au nom de Nicolas aperçoit le cadavre noyé d'un garçon de son âge lui ressemblant physiquement, de sorte à avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Prévenant d'abord sa génitrice puis ses camarades de jeu, la nouvelle s'ébruite et un attroupement se forme bientôt sur la plage. Malheureusement, le corps ne refait guère surface, contrairement à l'étoile de mer écarlate qui se trouvait près de lui, symbole estival présentement détourné en signe de mauvais présage mais sujet à de multiples interprétations pendant un peu plus d'1h20, est visible jusque dans les lumières de l'hôpital, alors que notre héros s'apprête à subir une intervention dont il ignore la nature. Sa curiosité aura finalement eu raison de lui. Pas exactement. À présent dans le ventre de la baleine, ou de l'animal marin de votre choix, Nicolas constate que l'état de ses semblables ici depuis plus longtemps que lui ne s'améliore pas, voire empire, quand bien même une poignée d'infirmières acariâtres prétend le contraire. En quête de vérité, il va alors se rapprocher d'une dénommée Stella, encline à abandonner son rôle de geôlière et lui obtenir un carnet et des crayons afin qu'il puisse dessiner, un vélo, un sapin, un cheval de bois, des éléments extérieurs à l'île et que la jeune femme a l'air de découvrir. Qu'est-ce que ça peut foutre? Oh, 3 fois rien. Mais plus important encore, des informations qui permettent de dresser le portrait d'une micro-société aliénante, où sans entrer dans le détail, tout un tas de jeunes garçons n'existent que pour se voir dépossédés de leur corps une fois entamés les changements liés à la puberté, les saignements de nez dont ils sont fréquemment victimes étant de fait à rapprocher des premières menstruations. Bien sûr, ça ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Pour en savoir plus, il vous faudra pénétrer dans les profondeurs marines. Je sais pas qui est cette marine, mais je doute qu'elle apprécie. Pardon. Toutefois, le fait qu'Évolution soit avare en informations ne constitue pas un problème en soi, dans la mesure où il fait partie de ces œuvres qui se ressentent plus qu'elles ne se comprennent. Allez, encore un prétexte fallacieux que t'as trouvé pour en branler le moins possible. Et puisqu'il est l'heure d'entamer la conclusion, je m'en vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, son récit est raconté du point de vue subjectif d'un préadolescent qui à l'aube de la puberté éprouve des difficultés à appréhender le monde qui l'entoure, ou du moins avec une innocence propre à cet entre-deux âges. Or, ne tarde pas à poindre ses premières visions d'horreur en même temps que l'élément déclencheur de l'intrigue, que je vous remontre, au cas où vous l'auriez oublié. Je ne te remercie pas. Deuxièmement, Évolution est justement un film d'horreur, c'est en tout cas l'avis partagé par une majorité de spectateurs. Néanmoins, la dite majorité ne semble pas le trouver effrayant pour un sou, mais plutôt dérangeant, malsain, ce qui m'amène à penser qu'elle confond le cinéma d'horreur avec le cinéma d'épouvante, quand l'un cherche à provoquer une sensation de répugnance, de répulsion face à des éléments graphiques aléatoires, monstruosité, effets gore, matière et texture dégoûtantes, tandis que l'autre, davantage basé sur l'installation d'ambiance, a pour vocation de faire vivre
vivre un cauchemar jusqu'à rendre fou. Par exemple, Chromosome 3 de David Cronenberg est un film d'horreur, alors que Faux Semblant du même cinéaste est un film d'épouvante. Et en ce qui concerne l'évolution ? Bah force est de constater qu'il a un peu le cul entre deux chaises. Une infinité de chaises en réalité, faisant référence à des œuvres aussi variées que L'Invasion des profanateurs de Jack Finney et Le Père truqué de Philippe Cadic, deux matériaux littéraires des années 50 décrivant des possessions de corps humains par une forme de vie extraterrestre, Les Révoltés de l'an 2000 de Narciso Ibáñez Serrador, digne représentant du cinéma espagnol après-franquiste se déroulant sur une île où les enfants sont livrés à eux-mêmes, ayant tué tous les adultes, sans oublier Le Cauchemar d'Innsmouth, nouvelle de l'auteur américain Howard Philip Lovecraft paru en 1936, source d'inspiration principale en termes d'atmosphère et de thèmes abordés. Quoi qu'il en soit, cette richesse d'inspiration mobilise un large spectre d'émotions tout en évitant de rendre évolution diffus. Troisièmement, c'est même carrément l'inverse en fait, on a vraiment affaire à une œuvre minimaliste. L'absence quasi systématique de dialogue voulue par Lucilla Djalilovic accompagnée à l'écriture d'Alante Kavaité, artiste lituanienne révélée en 2015 grâce au long métrage Summer, appuie évidemment cette idée, à l'instar de la bande sonore relativement discrète. Ça, pour être discrète, y a pas une musique dans ce putain de film. Mais il s'agit surtout d'une affaire de show don't tell, montrer, ne pas dire. Un principe fondamental du 7e art comprenant l'aspect visuel de ce dernier comme premier vecteur de sens. Et c'est là qu'intervient le belge Manuel Dacos, chef opérateur attitré d'Hélène Catet et Bruno Forzani, parce que le monde est petit. Sans jamais recourir aux images de synthèse, uniquement à des outils manipulateurs de regard dont la sobriété n'a d'égal que leur efficacité, parmi eux le clair-obscur, la faible profondeur de champ ou encore la multiplication des plans fixes à la composition millimétrée, ainsi qu'à des lumières et couleurs naturelles, Manuel Dacos développe une photographie sombre et oppressante, mystérieuse et organique, qui dissimule plus qu'elle ne dévoile, donnant à voir Évolution comme un métrage volontairement énigmatique. Le but avoué étant non pas que le cinéphile autant que le profane s'étiole à en saisir toutes les subtilités, mais plutôt qu'il vive une expérience sensorielle pendant un peu plus d'1h20. Excuse-moi, je peux ? Quoi donc ? Te signaler que depuis le début, tu te fourvoies. Enfin, je veux dire, tu peux pas te dissocier le ressenti de la compréhension, c'est aussi absurde que diviser par 0. Bon, je sais pas si ce que je m'apprête à dire va être très clair, mais à mon sens, tous les films du monde, du chef-d'œuvre le plus absolu à l'étron le plus puant, cherchent à provoquer une réaction émotionnelle chez le spectateur. À des degrés différents certes, mais ça n'a rien de spécifique à Évolution. Pour quelle raison monsieur et madame tout le monde vont au cinéma d'après toi ? Eh bien pour rire, pour pleurer, pour frissonner. Sauf que pour ressentir, il faut déjà comprendre. Si je te raconte une blague et que tu ne la comprends pas, est-ce que tu vas la trouver drôle ? La question ne se pose pas. Et même si parfois certains films ont un scénario assez retors, abstrait ou inexistant pour décourager l'analyse, Ce que j'admets bien volontiers. je pense qu'éteindre son cerveau soi-disant pour les apprécier à leur juste valeur est une mauvaise idée, ou en tout cas, une fausse bonne idée. À quel moment j'ai prétendu le contraire, au juste ? Personnellement, je n'ai aucun doute sur tes intentions, Anarchiqued. Mais ton argumentaire, lui, peut prêter à confusion, et dans le pire des cas, encourager ton public à rester passif devant ce qu'il regarde, alors qu'il faudrait au contraire l'inciter à être actif, lui apprendre à décoder ce qu'il regarde. Ressentir, c'est comprendre. Et comprendre, c'est ressentir. Les deux sont liés, ça marche dans les deux sens, et tu ne peux rien contre. Ouais, tu dois avoir raison. J'ai tout fait pour. D'ailleurs, je suis pas mal fatigué. Je crois que je vais reprendre des vacances. J'ai tout fait pour. D'ailleurs, je suis assez...